Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Microsoft ou Cisco déclarent leur flamme à la France. Dans la corbeille de mariés, des millions d'euros d'investissement. Alors pourquoi la French Tech séduit-elle les géants américains? On en parle dans un instant. Robotiser les plantes, c'est l'incroyable projet d'une jeune pousse française. Guillaume Gralet du magazine Le Point, à la main verte et connectée, ce sera dans Test 24. Mais d'abord, James Bond s'attaque à la surveillance de masse. Le dernier opus de l'agent 007 Spectre scénarise une société sur écoute avec, au cœur de l'intrigue, cette question. Les gouvernements sont-ils les pompiers pyromanes de la cybersurveillance? Il s'appelle Gralet, Guillaume Gralet. Et sans trop spoiler le film, je précise, on va justement revenir sur cette intrigue sur Spectre. C'est vrai que le film décrit une société quasi orwellienne, mais est-ce que c'est si réaliste que ça? Oui, Marjorie, et d'ailleurs, on a l'impression que le film prend de l'avance. On voit que les révélations Snowden sont passées par là, puisque on a une description du programme Five Eyes. Vous savez, ce programme qui unit dès aujourd'hui, en fait, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et qui permet d'écouter toute la population. Alors, James Bond va plus loin, puisqu'on parle ici de Nine Eyes, 9 yeux. On se demande quels sont les autres pays. On en voit d'autres, on ne va pas tout dévoiler dans le film, et quelles vont être les positions des autres pays européens, par exemple. Et alors, justement, le film est lui d'une actualité brûlante puisqu'il y a un grand débat en ce moment même en Angleterre autour d'une nouvelle disposition. Elle a été baptisée Snooper Charter. C'est quoi exactement ? Oui, alors en termes administratifs, on va parler de Draft Communications Data Bill. Donc c'est un projet de loi très sérieux qui a été proposé par la secrétaire d'État à l'intérieur, Theresa May, et qui propose, qui demande, qui va, si jamais le projet de loi passe, qui va donner un ordre en fait aux fournisseurs d'accès d'aller encore plus loin dans l'écoute, les opérateurs téléphoniques également. Ça va coûter jusqu'à 1,8 milliard de dollars sur 10 ans, donc ça inquiète beaucoup l'industrie. On a vu Dropbox, par exemple, protester ouvertement contre ce projet de loi. Et vous savez, ces industriels, ils ne savent pas trop s'ils doivent travailler avec les gouvernements ou travailler contre les gouvernements. On l'a vu à une réunion de SXSW à Austin en début d'année. Alors, on a également une réaction très forte de la part d'Apple, un peu surprenante, avec Tim Cook qui dit « Attention, il ne faut surtout pas baisser le degré d'encryption. C'est ce qui permet à des personnes très libres de pouvoir parler, parce que là, ça sera un point de non-retour. » Ça vaut justement pour les géants du net, les géants de la high-tech. Mais qu'en pense vraiment le grand public? Donc, Spectre, encore une fois, on voit qu'on est en train de brosser les dérives du renseignement, mais le grand public, il en pense quoi dans la vie réelle? Oui, alors ça, c'est la vraie surprise. Si vous regardez le sondage qui a été lancé par YouGov, eh bien, on voit que le grand public, en tout cas en Angleterre, est pour la surveillance. C'est le cas de 53% des sondés. Et il y a 16% d'indécis. Donc, on voit que, pour l'instant, en tout cas, les citoyens préfèrent être davantage surveillés que d'avoir davantage de liberté. Allez, très très rapide, on revient à notre Bond à nous. Il s'appelle Astérix, il est gaulois. Et dans le nouvel épisode de la BD, on voit un hommage cette fois-ci à Julian Assange. Oui, je voulais vous montrer ça, Marjorie, parce que dans le tout dernier album d'Astérix, on voit un Julian Assange qui s'appelle Double Polémix. On voit même les Romains qui disent il faut libérer Double Polémix, il faut lui laisser la parole. Donc c'est une vraie surprise. On voit que les citoyens romains et gaulois sont en avance. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai parallèle. C'est-à-dire que Jules César, dans sa guerre des Gaules, ne parlait pas du tout de la défaite, de sa défaite par rapport au village gaulois. Il réécrivait l'histoire et on voit que le petit Astérix, en fait, il est un petit peu en avance. C'est peut-être une belle leçon à méditer, on verra ça. Allez, sans transition, on va vous parler d'une autre guerre des Gaules. Cette fois-ci, c'est celle de l'investissement, puisque la France pourrait avoir retrouvé un certain pouvoir d'attraction numérique. De grands noms des Américains comme Cisco, Microsoft multiplient les preuves d'amour envers l'Hexagone à coup de millions de dollars d'investissement et de partenariats pour mieux faire vivre l'écosystème Frenchy. Oui, mais cette opération séduction est-elle purement fortuite? Pourquoi parie-t-il aujourd'hui sur la France? Reportage. Ils aiment la France et ont choisi d'investir. À gauche, le dirigeant de Microsoft. À droite, le patron de la société informatique américaine, Cisco. Lors de sa rencontre avec François Hollande, le patron de Microsoft n'est pas venu les mains vides, mais avec un chèque de 83 millions d'euros. 70 millions pour des startups françaises, 13 millions pour un partenariat avec l'éducation nationale. Au total, entre 250 et 300 jeunes entreprises devraient bénéficier de cet argent américain. Des incubateurs à start-up, comme ici, Nouma à Paris, vont pouvoir se développer. Un marché peu concurrentiel, des talents formés dans les meilleures écoles et des idées innovantes. La recette française attire. Aujourd'hui, 25% du capital des jeunes pousses provient d'investisseurs étrangers.
Le patron de Cisco, John Chambers, a lui déboursé 200 millions d'euros pour les startups. En visite en France il y a un mois, il l'a comparé à la nouvelle Silicon Valley. En France, le gouvernement est un moteur. La population possède un très haut niveau de compétences. La communauté des startups a besoin d'aide, mais possède un très fort potentiel. Récemment, la société Coca-Cola est entrée au capital de la start-up sportive Sponsorize Me. Samsung a choisi d'investir dans Sigfox, une société française spécialisée dans l'informatique. En France, on compte désormais plus de 20 000 start-up. Et retour en plateau pour aller encore plus loin, toujours avec Guillaume Gralet. Est-ce qu'il faut vraiment pousser un cocorico franc et massif? Allez, ne boudons pas notre plaisir, Marjorie, c'est quand même déjà une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est une vraie reconnaissance pour les talents français, les ingénieurs, le talent créatif. Et puis, on reconnaît certaines mesures qui portent leurs fruits, notamment le crédit impôt recherche, que le monde entier nous envie. C'est également, en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est vrai que ça marche plutôt bien. En tout cas, c'est aussi une bonne nouvelle pour les incubateurs de ces géants. Je pense à Microsoft Ventures, à Bisparck par exemple, mais également aux incubateurs qui travaillent en région, Euratechnologie à Lille, mais également TechnoWest à Bordeaux. Ça va leur donner un coup d'accélérateur et on va vraiment pouvoir leur donner les moyens d'aller plus loin. Oui, sauf qu'il ne nous a pas totalement échappé de l'esprit que Microsoft et Cisco ne sont pas tout à fait des ONG. Donc, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces investissements ? Eh bien, il y a quand même la volonté d'avoir une meilleure image. C'est notamment le cas de Cisco, puisqu'il y a eu un rapport il y a 3 ans sur la cyberguerre et qui conseillait au gouvernement français de n'utiliser ni du matériel du chinois Huawei, ni du matériel de l'américain Cisco. Donc, ce faisant, Cisco s'intègre encore mieux dans l'économie française. Dans le cas de Microsoft, il y a la volonté d'évangélisation, c'est-à-dire que dans les aides que Microsoft va apporter aux startups, il y a bien sûr de l'hébergement, mais également la possibilité d'utiliser certaines de ces technologies, le cloud. Donc Microsoft donne les moyens d'utiliser ses propres technologies. Et puis surtout, il faut un petit peu relativiser parce que quand Cisco investit 200 millions de dollars pour les startups françaises, c'est une excellente nouvelle. Mais en Angleterre, eh bien, ils donnent jusqu'à 1 milliard de dollars pour ces mêmes startups. Le monde bouge partout. C'est le cas par exemple en Afrique avec un incubateur qui s'appelle iHub au Kenya et qui est aidé depuis 2012 par Google ou encore Pierre Omidyar, vous savez, le co-créateur d'eBay. Il faut donc regarder à l'échelle européenne, voire même mondiale. Du coup, quelles seraient les recettes pour faire de la France le rêve d'Emmanuel Macron en ce moment, une véritable start-up nation? Eh bien, en France, ça va très bien au début, c'est-à-dire à l'amorçage. Pour les premiers tours de table également, plusieurs millions d'euros. Par contre, pour les deuxièmes tours de table, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'euros, là, ça pêche un tout petit peu. Il y a également un manque de sortie, c'est-à-dire un manque de rachat fait par des géants français. Alors, pour que ça aille bien, il faudrait vraiment qu'on puisse financer les Sigfox, les Blablacar, les Criteo, par des fonds français ou européens. Il faudra peut-être passer par un fonds de pension à la française. C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron. C'est très intéressant, mais ça veut dire également un changement de société. Il faut que la société entière y soit prête, Marjorie. Merci infiniment, Guillaume. Et tout de suite, on va faire parler les fleurs dans Test 24. Elle s'appelle Gaïa et elle a les 2 roues sur terre, ou presque, puisque cette plante cyborg, c'est le très très joli projet de la start-up Still Human. Robotiser des pots de fleurs, est-ce que c'est bien raisonnable, Guillaume Gralet? Oui, en tout cas, si Nicolas le jardinier nous entend, en tout cas, il aurait besoin peut-être un jour de ce pot de terre augmenté. Augmenté pourquoi? Parce que derrière cette plante, en fait, vous avez toute une foule de capteurs. Capteurs de lumière, capteurs d'hygrométrie pour l'humidité, mais également un capteur de la température. Et cette foule de capteurs va commander, en tout cas, va indiquer à un smartphone que cette plante, elle peut bouger, elle devrait bouger pour être en meilleure santé. Et ça va être possible. Aujourd'hui, c'est un prototype qui a été lancé par Matthias Schmidt, un jeune designer de l'école Strat, et qui vise, à partir de fin 2015, début 2016, de permettre à cette plante de bouger toute seule pour être en meilleure forme. Donc si je comprends bien, c'est vraiment le pot qui est à l'écoute de la plante et de ses besoins. Et comment est-ce que, très concrètement, il arrive à décoder le langage des fleurs? Par les capteurs que vous venez de nous montrer, vous me direz? Par les capteurs qui vont indiquer là où devrait se situer la plante. Ensuite, eh bien, on va demander à ce pot de bouger. Ce pot, il est assez intelligent parce qu'il a des capteurs infrarouges ici pour ne pas non plus tomber tout de suite. Et on voit que le robot apporte beaucoup à la plante. Ce qui est intéressant, quand vous parlez avec ce jeune créateur, il explique qu'à terme, les robots eux-mêmes apprendront des plantes. On est dans le biomimétisme que vous décriviez il y a très peu de temps, Marjorie. C'est-à-dire
que l'électronique a beaucoup à apprendre de la nature. Et justement, la plante, on dirait que c'est vraiment le nouveau dada en matière d'objets connectés. On a parlé très récemment sur ce plateau de réseaux sociaux, alors ça c'est encore différent, mais dédié aux fans de végétaux. Et puis, avec le machine learning, la nouvelle bataille, justement, elle se situe sur eh bien, la reconnaissance par l'image et donc la reconnaissance des plantes. Est-ce qu'on peut se dire que bientôt il y aura un Tinder des plantes ? C'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant, et quand vous écoutez des entrepreneurs comme Xavier Duporté, ce qui est intéressant, c'est que la nouvelle frontière, elle va se situer au croisement de différentes technologies, la biologie, l'électronique. Il y a un projet très intéressant d'une start-up française qui s'appelle Glowy, qui veut utiliser en fait les algues pour éclairer sans électricité des vitrines, par exemple. Il y a un autre projet sur Kickstarter, un projet américain qui s'appelle Glowing Plants, qui est un petit peu, qui lui veut réinventer la lumière à travers la biologie. Je ne dis pas que c'est facile, parce que ça prend plusieurs mois, plusieurs années. Mathias Schmidt travaille dessus depuis 3 ans, mais en tout cas, c'est extrêmement enthousiasmant. Le pouvoir des fleurs par Guillaume Gralet. Merci infiniment pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, comme chaque semaine, ça ne change pas, sur Facebook et sur Twitter pour commenter ensemble l'actu numérique avec le hashtag Tech24. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.